Bonjour. D'abord, donc je vais vous parler de ce que fait l'OCDE et comment l'OCDE évolue justement pour faire face à la montée des inégalités. Alors pourquoi d'abord pour rebondir un peu sur le discours du maire du Havre ce matin, parce que nous sommes inquiets. Nous avons fait notre premier check-up il y a 10 ans, dans la matière, en 2008, avec une première publication qui montrait la croissance de ces inégalités depuis 30 ans. Nous avons eu une deuxième publication en 2012 qui montrait que cette croissance se confirmait et qui explicitait les causes de cette croissance. Donc nous sommes très inquiets parce que maintenant, nous avons atteint effectivement un niveau record en matière d'inégalité. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les 10% de la population qui sont les plus riches, disons, qui ont les revenus les plus élevés, gagnent 9,6 fois plus que les 10% qui ont les revenus les moins élevés. Et ce chiffre, 9,6, il était dans les années 80 au niveau de 7, dans les années 90 au niveau de 8, dans les années 2000 au niveau de 9. Donc on a une croissance qui semble inéluctable de l'inégalité des revenus. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé les 2-3 dernières années, notamment grâce aux travaux de Thomas Piketty et Emmanuel Suez, qui sont beaucoup focalisés sur la concentration des revenus des 1% les plus riches, ou le 0,1% les plus riches, ou le 0,01% les plus riches. Mais nous nous concentrons plus, en fait, sur la chute, finalement, des classes moyennes basses, des 40% de ceux qui ont des revenus les moins élevés. Et cette chute des revenus des classes moyennes basses a été accélérée avec la crise, en dépit de l'augmentation des transferts et des transferts sociaux, etc. De plus, nous sommes inquiets parce que cette inégalité des revenus se cumule avec une inégalité encore plus grande et croissante de patrimoine. Et en France, là, on est assez mal positionné, comme d'ailleurs il faisait référence M. Attali tout à l'heure. On a donc ces fameux 40% de la population avec les revenus les plus bas qui n'a que 2% du patrimoine en France. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, c'est 3%. Et les 1% en moyenne dans l'OCDE des gens qui ont les revenus les plus hauts ont 18% du patrimoine. Et nous sommes aussi inquiets parce que cette croissance des inégalités semble vraiment inéluctable, et quand on fait des prévisions à long terme pour ce qu'elles valent, mais si on fait des prévisions à long terme en disant on ne change rien en gros dans les politiques économiques que l'on a, on arrive à des niveaux d'inégalité dans les pays de l'OCDE qui atteindront les niveaux des pays qui ont des inégalités les plus élevées, comme le Mexique, le Chili ou les États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, mais si on continue à ne rien faire, on y arrivera. Et enfin, dernier point qui est peut-être beaucoup plus intéressant maintenant en matière de politique publique, c'est qu'on est de plus en plus conscient aussi des inégalités, non seulement en matière de revenus, mais dans toutes les différentes dimensions du bien-être. Et je vais donner juste 2 exemples qui vont parler. En matière de santé, ça parle à tout le monde. En moyenne, dans l'OCDE, un adulte bien éduqué va vivre 6 années de plus qu'un adulte peu éduqué. Il y en a, par exemple, aux États-Unis, un homme blanc avec un haut niveau d'éducation va vivre 14 années de plus qu'un homme noir avec un faible niveau d'éducation. Donc ces différences sont énormes. Socialement, c'est dramatique. On a aussi une carte, alors là, je n'ai pas mis de slide, mais il y a une carte que je trouve assez intéressante, du métro de Londres, où il y a une ligne de métro à Londres, où dès que vous passez une station, les gens qui habitent autour de cette station perdent 1 an d'espérance de vie. Donc c'est vraiment ça parle un peu à tout le monde en matière d'inégalité, de bien-être. En matière d'éducation, pour revenir à la France aussi, la France a des inégalités, construit une inégalité par son système d'éducation très importante. 30% de la différence de performance en mathématiques des élèves est expliquée par le niveau socio-professionnel de leurs parents. C'est énorme. Dans les pays de l'OCDE, il y a simplement la Hongrie et la Slovaquie qui font pire en la matière. On fait bien pire que la moyenne des pays de l'OCDE, qui est de 22%, et même que des États-Unis. On critique beaucoup le système éducatif des États-Unis, mais pour cette donnée-là, ils sont 2 fois moins que nous, ils sont à 15%. Et enfin, on est inquiet parce qu'on a maintenant réussi à montrer qu'il y a un lien très clair entre la croissance des inégalités et la croissance, et un impact négatif sur la croissance. Que chaque fois qu'on augmente d'1 point le Gini, on obtient une décroissance, une diminution de la croissance de 0,2%. Donc, cette croissance des inégalités
évidemment, fait perdurer l'exclusion, et évidemment aussi fait chuter la confiance en général. Et on a des niveaux de confiance, on n'a jamais été à des niveaux de confiance dans les institutions, dans l'État, etc., dans le marché aussi bas dans tous les pays de l'OCDE. Donc tous ces constats, on les fait maintenant depuis assez longtemps, depuis 2008, oui. Ça fait presque 8 ans. On tire la sonnette d'alarme de plus en plus fortement. Je pense qu'avec les travaux notamment de Piketty, il y a eu un réveil des consciences sur ces questions d'inégalité. Mais bon, au sein de la communauté des économistes, c'est encore un sujet très controversé. Et je vais, pour tout vous dire, au sein de l'OCDE, on s'écharpe encore pas mal sur la question. Donc la seule bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on peut faire quelque chose par rapport à cette croissance des inégalités, qu'il y a beaucoup de domaines de l'action publique dans lesquels on peut avoir un impact significatif sur cette croissance d'inégalités. Je vais commencer par un sujet qui me tient à cœur, c'est l'inégalité homme-femme. L'OCDE a pas mal travaillé sur cette question, sur les questions à la fois d'éducation, de différence d'éducation, notamment de choix de filières entre hommes et femmes, sur les questions d'emploi et sur les questions d'entrepreneuriat. On a encore des écarts significatifs, ne serait-ce qu'en taux de participation sur le marché du travail, en moyenne dans les pays de l'OCDE, de 15%. Si on tient compte du fait que beaucoup de femmes ne travaillent encore pas à temps plein, si on ajuste ce taux-là, on a des écarts de près d'un quart, 25%. On a des écarts de salaire, encore près de 15%. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on a montré récemment que si on était resté au taux de participation des femmes d'il y a 15 ans, la croissance des inégalités aurait été encore pire. C'est-à-dire que l'amélioration de la participation des femmes au marché du travail permet de tempérer un petit peu l'augmentation des inégalités. Alors évidemment, les politiques publiques en la matière, il faut que j'aille un peu plus vite, il me reste plus qu'une minute et demie. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire en matière d'éducation, et là encore en France, je pense que le réveil a été un petit peu brutal récemment sur ces questions d'inégalité dans notre système d'éducation. Et là, ce que l'on prêche à l'OCDE en la matière, c'est de se focaliser sur l'accès à la maternelle pour les petits-enfants, surtout d'origine sociale pauvre. Il y a beaucoup à faire en matière de redistribution. L'OCDE agit beaucoup en ce moment dans le domaine fiscal. Vous avez probablement entendu parler de ce qu'on fait en matière Alors BEPS, c'est érosion des bases de taxation et profit shifting. Je ne sais plus le dire en français. Donc on fait beaucoup de travail là-dessus pour limiter l'illégalité en matière fiscale ou l'optimisation fiscale. Et on travaille aussi sur les échanges automatiques d'informations. Il y a beaucoup de progrès en la matière. L'OCDE travaille depuis longtemps dessus, mais maintenant, il y a un momentum politique qui fait qu'on peut le mettre en œuvre. On travaille sur les questions de qualité d'emploi, etc. Je vais passer vite là-dessus. Et je vais vous dire quelques mots sur des travaux qui sont, à mon avis, assez importants et qui vont changer fondamentalement la façon dont on perçoit les politiques publiques et la façon dont on informe nos hommes politiques, parce qu'on leur reproche de ne pas être courageux, etc. Mais il faut aussi leur donner les moyens de faire des arbitrages qui soient mieux informés. Et on est en train de construire à l'OCDE quelque chose qu'on appelle les indicateurs de bien-être multidimensionnels, où on essaye de construire des indicateurs agrégés qui incluent différentes dimensions du bien-être. En l'occurrence, pour l'instant, on a commencé par, évidemment, les revenus, l'emploi, et la santé, parce que c'est les indicateurs qui ont le plus d'impact sur le bien-être subjectif. Et on regarde l'évolution de ces indicateurs agrégés à différents niveaux de revenus de la population. Donc, par exemple, pour la personne médiane, pas forcément moyenne, médiane, ou les 40% les plus bas de la population en termes de revenus, ou les 10% les plus bas en termes de revenus. Et donc, ça nous permet de donner une image différente de l'évolution de nos économies. Et ça nous permet aussi, dans la mesure où on va être capable de faire les liens entre les politiques économiques spécifiques et ces indicateurs multidimensionnels, d'éclairer les arbitrages ou les complémentarités qu'on a entre différents volets de politique économique. Et par exemple, donc avec ce nouvel indicateur, on a une image très différente de ce qui s'est passé dans les 30 ou les 20 dernières années avant la crise aux États-Unis et en France, en comparaison. La France avait une croissance moindre de GDP, de revenus par habitant, etc. Mais elle avait une meilleure croissance ou une moins pire que les États-Unis en matière de bien-être, je dirais, agrégé. Donc ça, c'est des instruments qu'on est en train de développer à l'OCDE. On a encore beaucoup de choses à faire en termes de mesures pour intégrer d'autres dimensions du bien-être. Évidemment, c'est assez compliqué, parce qu'après, il faut trouver des équivalents monétaires, etc. Et ça nous permet aussi d'avoir des dialogues très intéressants avec les économies émergentes, notamment la Chine. On a fait une étude sur la Chine de cette croissance qu'on appelle inclusive. Et bon, ça met en évidence
notamment les grands écarts, le grand écart qui se crée entre la Chine rurale et la Chine urbaine. Bon, ce n'est pas une surprise, mais disons que ça donne des indications beaucoup plus spécifiques en matière de politique économique. Donc voilà, on est inquiet avec cette montée des inégalités, on n'arrête pas de la documenter, de proposer des solutions de politique économique, de proposer des instruments qui pourraient permettre à nos hommes politiques de prendre des décisions meilleures éclairées. Et bien informées, éclairées. Mais justement, je vous interromps parce qu'effectivement, là, il nous reste peu de temps. Bon, en tant que journaliste, j'utilise beaucoup justement votre documentation, qui est, je vous incite, si vous ne le faites pas déjà, à vous rendre sur le site de l'OCDE, à commander leurs publications, parce que vous publiez beaucoup de rapports, souvent avec beaucoup d'anticipation. Je me rappelle justement de ce rapport sur la croissance inclusive de la Chine, et sur la crise, enfin l'effondrement de l'économie chinoise auquel on est en train d'assister, sur des questions d'inégalité scolaire, sur les questions des bulles spéculatives, sur le redémarrage de l'Union européenne qu'on vit aujourd'hui, pas forcément en France, mais dans d'autres pays d'Europe. Donc ces documents, ils existent. Et j'ai quand même la sensation, mais je me trompe peut-être, que l'OCDE est un peu regardée de haut par nos gouvernants, en tout cas en France, que ces rapports sont un peu regardés de haut, comme c'est un peu considéré comme d'éternels optimistes, et que finalement on tient peu compte de vos préconisations. Alors là, je ne suis pas sûre qu'on soit des éternels optimistes, parce que vraiment, quand on lit les publications de l'OCDE, il y a des publications qui le sont moins. On n'est pas très optimiste globalement. Après, vous préconisez systématiquement une autre politique. Oui, voilà, et de plus en plus, je dirais. On a pas mal évolué ces dernières années, notamment avec notre secrétaire général, mais pas simplement, pour des raisons évidentes. On a bien été obligé de faire une réflexion sur la crise, les causes de la crise, et on ne peut pas continuer béatement à penser que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, effectivement, on a beaucoup évolué ces dernières années, on met de plus en plus l'accent sur les inégalités, sur les questions de soutenabilité, etc. Après, la gouvernance de l'OCDE, nous, on propose des solutions de politique économique au gouvernement, ils les prennent ou ils ne les prennent pas. Alors c'est à nous aussi de parler plus fort, de parler mieux, d'être plus convaincants, de proposer des statistiques comparatives qui remettent en cause les gouvernements dans leurs idées acquises. En France, on a toujours persuadé qu'on avait le meilleur système d'éducation. Ce qu'on a publié à l'OCDE, ça a quand même bousculé un petit peu le débat sur l'éducation, etc. Après, on travaille sur des normes. On essaye des normes qui sont souvent non contraignantes, parce que nos pays membres ne veulent pas qu'on leur fasse trop de normes contraignantes. On arrive dans certains domaines à avoir un impact. Dans le domaine fiscal, c'est évident récemment. Dans le domaine environnemental, on a pas mal de normes qui sont contraignantes. On essaye de plus en plus de travailler avec les économies émergentes, notamment au travers de la gouvernance globale, des G20, des G7 et des G, tout ça, la PEC, etc. On a plus ou moins de succès. Ça, c'est sûr, mais je pense que... Je pense à la crise grecque, par exemple. Sur la crise grecque, vous avez été de ceux qui avaient alerté très vite, dès 2010, avec des rapports, avec des publications, sur l'inanité des plans mis en place par la Troïka, et le fait que de toute façon, la Grèce allait continuer à s'enfoncer, à perdre de la richesse, à perdre du PIB, à avoir augmenté la part de sa dette dans le PIB. Pour moi, c'était très utile pour préparer mes interviews, mais je n'avais pas l'impression que ce soit très pris en compte. Contraint par la volonté des gouvernements d'agir ou non. Nous, on propose, quelque part, ils disposent. Mais on a... Et donc, moi, je dirais qu'on a besoin de la société civile pour faire pression sur les gouvernements pour qu'ils écoutent peut-être mieux nos recommandations. C'est la société civile, c'est les systèmes politiques qui doivent faire en sorte que les gouvernements, peut-être, agissent mieux. Dans la présentation précédente, je faisais référence à la question de séparation dans le système bancaire. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, mais dès que l'OCDE écrit des choses trop prescriptives là-dessus, on a le gouvernement français qui nous tombe sur le dos. Donc, non seulement il n'agit pas ensuite au gouvernement Bourget, mais enfin, il nous empêche d'écrire des choses assez évidentes sur la question. Donc, c'est le problème du statut de l'OCDE. On a des normes qui sont en général peu contraignantes, et puis on ajuste, finalement, on participe à l'édiction de nouvelles normes en matière de politique économique, mais c'est un mouvement d'ensemble, et ce n'est pas nous qui pouvons
forcer les gouvernements, et c'est eux qui font leur choix, c'est démocratique, et donc c'est aux sociétés civiles et aux mécanismes politiques à influer sur les gouvernements. Donc c'est vous. Voilà. Et c'est nous tous ici. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Mathilde Ménard. Merci. Merci. Je vous remercie.